Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. En France, près de 800 000 personnes sont atteintes aujourd'hui par un AVC. L'AVC représente la première cause de handicap physique. Un Français vient de rendre public ses travaux pour éviter la récidive. Il s'agit du professeur Pierre Amarenko. Il est chef du service neurologie à l'hôpital Bichat et il est actuellement à Philadelphie aux États-Unis où se termine le congrès des cardiologues. Bonsoir professeur Pierre Amarenko. Bonsoir. Merci d'être au micro ce soir d'Europe 1. Depuis Philadelphie, je le souligne, c'est vous, professeur, qui venez de mettre à jour l'importance de faire baisser le taux de mauvais cholestérol chez les patients qui ont déjà subi un AVC. Expliquez-nous ce que cela veut dire. Parce que cela veut dire que si on abaisse le mauvais cholestérol en dessous de 0,7 g par litre, on peut éviter une récidive sur 5. Donc c'est un résultat quand même très important parce qu'une récidive sur 5 c'est beaucoup et désormais je pense que tous les médecins qui prennent en charge les patients qui ont un AVC lié à l'athérosclérose, qui est cette maladie qui bouche les artères, eh bien vont devoir traiter leurs patients pour atteindre cet objectif de baisse importante du mauvais cholestérol. Alors jusque-là, professeur, concrètement, la recommandation après un AVC, c'était de prescrire à ces patients un traitement par statine, cette molécule. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut aller encore plus loin, c'est ça ? Ça veut dire exactement ça, c'est-à-dire qu'on prescrivait une statine, mais avec un dosage qui n'était pas assez important. Et donc cette étude montre qu'il faut prescrire une statine à plus fort dosage pour abaisser de façon plus importante le mauvais cholestérol. Et parfois on ajoute un autre médicament qu'on appelle l'ézetimibe dans un tiers des cas pour atteindre cet objectif. Mais ça veut dire que c'est un traitement qu'on peut potentiellement prendre à vie ? Si je vous comprends bien. Ah oui, mais vous savez, les traitements de prévention de l'AVC sont des traitements qui sont à vie. Il n'y a pas que le traitement par statine d'ailleurs, il y a le traitement de la pression artérielle, l'hypertension artérielle doit être abaissée fortement, on doit arrêter de fumer, on doit contrôler le diabète, on doit contrôler son poids, on doit faire de l'exercice physique, mais on s'est aperçu dans notre étude que même en ayant traité ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, le tabac, eh bien si on abaisse le mauvais cholestérol encore plus bas, eh bien, on diminue le risque de récidive de 22%. Il faut rappeler que l'accident vasculaire cérébral est soudain, imprévisible et il frappe aujourd'hui un Français toutes les 4 minutes. C'est des chiffres qu'il faut avoir en tête. Oui, et même on peut dire que à l'âge de 25 ans, un Français sur 5 aura un AVC dans le reste de sa vie. Oui. Donc c'est un problème majeur de santé publique. Vous me parlez des statines, professeur. Donc ces molécules qui ont été prescrites, qui sont prescrites pour abaisser le taux de cholestérol. Traitement au long cours. Haute dose, c'est ce que vous nous dites. Je reprends vos propos. N'est-ce pas dangereux ? On se souvient de la polémique autour des statines, justement. Non, mais c'est une fausse polémique. Personne, d'ailleurs, dans cette polémique, n'a remis en cause l'intérêt du traitement par statine chez les patients qui ont déjà eu un AVC ou déjà eu un infarctus du myocarde. Là, personne ne l'a remis en cause. La polémique a porté sur la prévention primaire, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais eu d'événements vasculaires encore. C'est-à-dire qu'ils sont des gens comme vous et moi, qui n'ont jamais rien eu, et sur la base de leur facteurs associés, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, l'inflammation qu'ils ont dans le sang, eh bien on pouvait ou non leur donner un traitement par statine. Et c'est ça que certains ont contesté de façon tout à fait fallacieuse, puisque il est démontré sur plus de 250 000 patients dans les études que traiter par statine en prévention primaire les patients qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont du diabète, qui ont de l'inflammation, ça réduit le risque de récidive, d'événements primaires, d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'autres événements vasculaires, d'environ 35%. Et pour les AVC, ça les réduit de 50%. De 50%. Donc ça veut dire, professeur, si je vous entends bien, que les résultats de votre étude, on le rappelle, française principalement, et vous avez aussi poursuivi cette étude en Corée, les résultats de votre étude, elles vont changer les pratiques médicales à l'international. Ah oui, ça c'est clair. J'ai déjà, depuis hier que j'ai fait la présentation, j'ai plein de mes collègues qui m'ont écrit pour me dire, d'abord féliciter et deuxièmement dire, ça y est, dans notre service, on a déjà démarré les traitements en fonction de l'étude que tu viens de présenter. Avec donc cet objectif chiffré, vous nous l'avez dit, de moins de 0,7 grammes
par litre pour de mauvais cholestérol. Donc c'est cet objectif-là que les cardiologues, les neurologues et même les généralistes auront évidemment comme objectif. Alors professeur, vous êtes là à Philadelphie, mais sinon vous êtes chef du service neurologie de l'hôpital Bichat également à Paris. Demain, le Premier ministre Édouard Philippe annoncera un plan d'importance sur l'hôpital. On voit bien cette crise qui se poursuit au fil des mois désormais. Comment le gouvernement doit répondre à cette situation ? J'espère que le gouvernement a compris que c'était une crise systémique. C'est-à-dire que l'hôpital a intrinsèquement des problèmes majeurs qui sont essentiellement liés à, je pense, pour moi, le fait que on ne peut pas payer plus les gens qui y travaillent. Par exemple, une infirmière est payée 1500 € lors de son recrutement. Elle est bien mieux payée dans les autres structures que l'hôpital public. Donc, le problème est cette grille des salaires que nous avons, cette grille des salaires de la fonction publique qui nous ligote et nous oblige à la respecter. En quoi il est nécessaire que moi-même, professeur de neurologie, je sois fonctionnaire? En quoi il est nécessaire qu'un brancardier, une aide-soignante ou une infirmière soit fonctionnaire? Est-ce que c'est une fonction régalienne? Non. D'ailleurs, le président, Monsieur Macron, avait dit, lorsqu'il était dans le gouvernement Hollande, que, en effet, cette fonction hospitalière n'avait pas de sens parce qu'elle nous étreint, si vous voulez, elle nous contraint à une grille de salaire qui fait qu'on ne peut pas bien payer l'infirmière, on ne peut pas bien payer le médecin. Les médecins s'en vont de l'hôpital actuellement. C'est ça la crise systémique. Les infirmières s'en vont, les médecins s'en vont. Donc il faut pouvoir les retenir, et pour les retenir, vous savez bien comme moi que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Et bon, 1500 € une infirmière, c'est quand même pas lourd payé. Même si certaines travaillent 118 jours par an, parce que tout simplement il y a les 35 heures qui nous ont également complètement assassinés. On ne s'est jamais remis à l'hôpital de ces 35 heures. Le problème, professeur, et vous le dites, c'est systémique. Et ça ne changera pas en un rien de temps. On ne pourra pas, même si on gurgite des fonds, même s'il y a des mesures fortes, entre autres financières, c'est tout un système à changer. Ça veut dire que c'est au long cours. Oui, c'est pas qu'un problème d'investissement. Voilà. Il y a un problème d'investissement, certes, mais c'est pas en rajoutant quelques milliards ou quelques centaines de millions qu'on va faire quoi que ce soit. Il faut changer de façon profonde le fonctionnement de l'hôpital. Et pour moi, recruter des gens en dehors de la fonction publique, comme on l'a fait pour la SNCF, par exemple, c'est tout à fait nécessaire. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut pouvoir payer une infirmière au moins 2000 € quand elle débute, ou 2300 €. Une infirmière, ça travaille quand même beaucoup, comme une aide-soignante d'ailleurs. Il faut bien voir les choses. Tout le monde est important à l'hôpital, le brancardier aussi, et puis je pourrais citer tout un tas de personnels, mais néanmoins, si on reste contraint par cette grille de la fonction publique, on n'y arrivera pas. Voilà, le monde hospitalier qui ne peut pas, qui ne doit pas résister donc à ces changements. C'est ce que vous nous dites ce soir, professeur Pierre Amarenko. Merci beaucoup de nous avoir répondu depuis les États-Unis, depuis Philadelphie précisément, au micro d'Europe 1. Merci à vous.